Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse. Aujourd'hui on parle de Under the Skin qui est sorti en 2013 et qui est un film réalisé par Jonathan Glazer. Donc c'est aussi intéressant à noter puisque c'est un film en même temps britannique et suisse. Donc c'est vraiment une collaboration de la production qu'on voit assez rarement. Et je suis accompagné comme d'habitude de mon ami Gillian Nivelet. Salut à tous. Et je suis moi-même Nathan Blanchard. Et vous êtes dans l'analyse. Donc déjà pour commencer, je pense qu'il faut rappeler effectivement que Under the Skin, c'est un film de Jonathan Glazer, pas n'importe lequel puisque c'est son 3e film, après Sexy Beast et Birth. Et d'ailleurs il a eu notamment, je crois, un prix au Festival de Cannes pour son nouveau film The Zone of Interest. Donc c'est évidemment un film qui met en vedette Scarlett Johansson et dont on va parler maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est Under the Skin ? Alors, en fait, ça parle de l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui revêt la peau, du coup, de Scarlett Johansson et qui va passer finalement son temps à piéger des humains, disons. Deux hommes. Oui, principalement des hommes. Ouais. Exclusivement des hommes, oui, c'est vrai. Et elle va leur faire des choses dans une sorte de dimension qui lui appartient jusqu'à un certain point de non-retour. Voilà. En gros, c'est la façon dont on peut le présenter de manière assez vague, mais c'est un film finalement qui tourne tout le temps autour de ce genre de thème, même si au final le film est quand même super opaque et extrêmement porté vers l'interprétation personnelle, je pense. Donc du coup, le film qui est sorti en 2013 a été largement plébiscité. Par exemple, en France, on peut citer les cahiers du cinéma, Ouais, ça c'était par les Inrocks. C'était vachement surprenant. Enfin, les cahiers du cinéma qui auraient quand même mis 5 étoiles sur le film. 5 étoiles Et top 3 de leur classement de l'année, je crois. Et top 9 de la décennie, j'ai noté. Ouais, c'est pas rien, quoi. Mais c'est même énorme, c'est fou à quel point dans certains milieux le film a été analysé, suranalysé et vraiment ressorti. Et puis apprécié, Ah oui, bien sûr. Très Alors grandement. que ça reste, je pense qu'on peut le dire, un film relativement indépendant et absolument pas grand public. Non. Et je finirai par dire que c'est clairement la musique de Mika Levi qui est le plus ressortie parce que elle a eu beaucoup de prix, notamment au prix du cinéma européen. Et il y a eu aussi l'interprétation de Scarlett Johansson, qui était déjà très très connue à l'époque, déjà pour quelques films Marvel bien sûr, mais également pour Lucy qui allait sortir un petit peu après, pour les films de Sofia Coppola, etc. Mais voilà, donc elle a eu reçu aussi quelques prix. Mais du coup, Gillian, c'est qui Jonathan Glazer ? Jonathan Glazer, donc c'est de base un réalisateur qui a fait beaucoup de clips avant de se pencher sur le long métrage. Il a notamment bossé pas mal avec Radiohead sur des clips comme Karma Police ou Street Spirit Fade Out. Fait intéressant déjà sur Karma Police, c'est que le clip est presque entièrement en plan séquence. Il y a 2-3 plans qui viennent sortir le clip du plan séquence, mais majoritairement il y a des plans très longs qui peuvent pas mal rappeler Under the Skin, et c'est notamment sur ce clip qu'on a une voiture qui poursuit un homme avec des inspirations très Christine, donc on sent déjà qu'il y a des envies et des inspirations de cinéma. Donc ça c'était bien avant ses premiers films. Ouais. Et puis donc il a bossé une deuxième fois, comme je disais, avec Radiohead sur Street Spirit Fade Out. Donc là c'est vachement... Le premier clip était déjà... Enfin, il me semble que Street Spirit Fade Out, je dis peut-être une connerie, je sais plus s'il est sorti avant ou après Karma Police, mais en tout cas, il y a beaucoup d'expérimentations qui vont rappeler certaines séquences d'Under the Skin, notamment les séquences dont on vous parlait, où elle enlève les hommes dans sa sorte de dimension, où on a vraiment des jeux sur des superpositions d'images, des fondus, des variations de vitesse, ce genre de choses. Voilà, donc il a beaucoup bossé avec Radiohead, et dernier petit point aussi, il a bossé avec Blur sur le son The Universal, et il y a une grande source d'inspiration Orange Mécanique. Donc encore une fois, beaucoup d'inspiration de cinéma, beaucoup d'envie de cinéma, et d'expérimentation, si je beaucoup d'atmosphère finalement. Beaucoup d'atmosphère, C'est ouais. un monde
c'est un monde de réalisation qui tourne vachement autour de l'atmosphérique et quelque part qui rejoint l'aspect vraiment austère du film. Et je pense que c'est important de le rappeler. Donc c'est un film qui a demandé plus de 10 ans de préparation à Jonathan Glazer et à Walter Campbell, qui est aussi le co-scénariste, notamment pour trouver les effets adéquats pour installer une perspective crédible entre les aliens et le monde humain. Et d'ailleurs, c'est important de revenir sur le fait que cette fois, contrairement à Nightcrawler et il me semble à tous les films qu'on a déjà abordés, c'est pour la première fois effectivement un film adapté d'un bouquin sorti, je crois, en 2000. C'est ça. Et qui a été écrit par Michel Faber. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire plus un peu Sous la peau, c'est ça? Ouais, Sous la peau, Michel Faber, c'est un gars, alors là, je le dis vraiment de mémoire, je suis pas sûr, j'aimerais un peu regarder, c'est un Australien qui s'est installé en Écosse, donc là où se passe le film et le roman. Vrai, ouais. Faut le dire, ça se passe en Écosse. Et c'est cité genre une fois ou deux. Ouais, mais ça se sent et ça se voit, accents, et puis l'accent. Il y a pas beaucoup de kilt par contre. Ça se passe en Écosse et en fait, cet auteur s'est marié avec une Écossaise et il s'est installé très longuement en Écosse. Il vit en Écosse, donc voilà, il a eu beaucoup d'idées l'idée de ce roman en vivant en Écosse. Donc c'est en 99, je crois que je l'avais dit. Mais voilà, donc c'est une adaptation et oui, ça a pris beaucoup de temps pour Glazer. C'est un projet de longue date. Il a voulu l'adapter depuis quand même quelques années après la sortie du roman en fait. Et ça lui a pris une dizaine d'années. Alors il faut savoir que Scarlett Johansson, c'est pas la première actrice qui a été prévue non plus pour interpréter le rôle. Il y a eu beaucoup d'actrices qui ont été envisagées, hein, Eva Green, Megan Fox. Il me semble aussi que Glazer, il avait un peu peur de ce choix en se disant Scarlett Johansson, c'est quand même Scarlett Johansson. Enfin, les gens la connaissent, quoi. Et il avait envisagé un temps aussi, il a envisagé beaucoup d'actrices connues, mais aussi envisagé de prendre quelqu'un de pas connu du tout, en fait. Ouais, comme nos pour avoir quelqu'un de... Parce qu'on en parlera après, mais le film a été tourné en partie aussi en caméra cachée, avec des vraies personnes. Et donc il avait un peu peur de ce truc de si je prends une superstar, ça peut peut-être prendre à contre-pied mon film. Et aussi avant d'envisager le rôle pour une femme au début du développement de ce projet, c'était un couple qui était envisagé. Et dans ce couple, Glazer voulait Brad Pitt pour jouer l'homme. Donc Brad Pitt a failli jouer dans. Il y a un monde où Brad Pitt joue entre guillemets le rôle principal dans Under the Skin, quoi. Je trouve ça peut-être même avec Scarlett Johansson justement, ou avec une actrice superbe. Donc en fait ça aurait été vraiment l'idée de représenter la perfection humaine, mais dans un corps extraterrestre. Donc c'est quand même le sacré paradoxe. Et d'ailleurs pour revenir à Scarlett Johansson, pour le film, vu qu'elle doit parler avec un accent écossais, du coup elle a dû prendre pas mal de cours justement de phonétique. Et justement pour revenir vite fait à Jonathan Glazer, il faut dire qu'effectivement la pré-production a été tellement longue que lorsqu'il a commencé en fait à se pencher sur le film, donc c'était en 2000, son premier film venait à peine de sortir et il a fini par pouvoir travailler sur ce film que lors de la sortie du second, quoi. Donc effectivement, voilà, Jonathan Glazer, qui est revenu sur le devant de la scène cette année, avait vraiment eu un énorme succès d'estime pour Under the Skin, et je pense qu'il est temps de s'attarder sur le fond, finalement, d'Under the Skin. Do you want to look at me? This isn't Tesco's, is it? No. I noticed you looking at me before. I liked it. Petite question, est-ce que tu l'avais déjà vu toi le film avant de le revoir pour le Non, je l'ai découvert justement. Okay. C'est le genre de film qui me fascinait et je me disais qu'il fallait absolument que je le voie, et je pense que c'est le bon moment justement pour le voir, et parce que du coup ça nous permet d'en parler, tu vois. Ok, super. Ouais, donc on peut parler un peu plus on va commencer à parler en profondeur du film. Déjà, bon, le titre, il est déjà très évocateur, Under the Skin.
tout est déjà plus ou moins annoncé, quoi. Hein, C'est une sorte dès le début. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le personnage, c'est une sorte de doppelganger. Quand il arrive sur Terre, parce que en fait, le début du film, justement, on voit un vaisseau spatial qui, en quelque sorte, est en train de créer ce corps, est en train de créer cette alien qui deviendra une femme sous couverture, finalement. Et justement, c'est un vaisseau qui lui apprend les rudiments humains. Donc notamment, on l'entend effectivement parler, essayer d'apprendre plutôt à parler. Et je pense que c'est pas anodin en fait que le personnage devienne une femme et que au final, les seuls rudiments qu'a cette alien, cette femme. Enfin, moi personnellement, je vais l'appeler la femme pour simplifier le truc, mais en gros, les seuls rudiments qu'elle a, ça va être la séduction qu'elle va apprendre très très vite et le langage simplement. Et ces deux choses vont lui permettre de devenir une prédatrice redoutable. Et effectivement, je pense que le déroulé logique de ce film, effectivement, c'est pour cette femme d'en apprendre plus sur les humains, de rester cette dominatrice. D'ailleurs, il y a une sorte d'écho par rapport à son habillage, ses vêtements, qui se rapproche, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, d'un accoutrement de prostituée, mais qui montre aussi un symbole de domination, notamment via son manteau de fourrure, qui, lorsqu'elle le perd à la fin du film, la rend tout de suite beaucoup plus vulnérable. Et justement, en fait, l'intérêt, je trouve, du film, c'est aussi de voir comment on passe d'un monstre froid qui va simplement tuer ses victimes et juste pour en fait, on sait pas trop. On devine plus ou moins lors d'une séquence où on en parlera peut-être un peu plus tard en profondeur, mais en fait, c'est une femme qui rôde donc dans cet accoutrement et au volant d'une camionnette blanche. Donc une camionnette, c'est un peu suspicieux, c'est un peu bizarre. Donc ça attire pas mal d'hommes. En fait, voilà, les hommes sont un peu attirés, ils ont vite la tchatch avec elle. Et une fois qu'elle arrive à les séduire et à les amadouer, elle les amène dans une maison. Jamais la même. Hein, c'est dans une maison et on passe tout de suite dans un décor vachement plus. Déjà noir. Tout noir. C'est ça, tout noir. Moi, je pense... À nu. Moi, je pense que, d'ailleurs, les créateurs de Stranger Things ont vu Under the Skin. Si vous avez vu Stranger Things, vous savez que quand Eleven utilise ses pouvoirs pour notamment localiser des gens, ce genre de choses, elle se trouve dans un environnement complètement noir. Sans décor, sans rien. Juste elle-même, ou peut-être une chaise, ou un lit, ou ce genre de choses. Mais sinon, le décor est complètement vide. Et c'est vraiment ce qu'on a dans Under the Skin, quoi. Et une fois que ces hommes... elle se dénude, et les hommes continuent de s'approcher d'elle. Elle va continuer à marcher dans une direction, tandis que eux vont s'enfoncer dans une sorte de liquide noir. Qui les maintient en vie, d'ailleurs. Qui les maintient en vie. Même il y a une séquence hallucinante, que je trouve superbe, où en fait, donc je reviens là où je voulais en venir, on les voit donc... on voit ce qui leur arrive une fois qu'ils sont pris au piège dans ce liquide. Et en fait, ils sont complètement extraits de leur organe interne, de leur toute la de sang, en fait, voilà, toute leur substance. À la fin, il reste que une enveloppe, une couche fine de peau en fait, qui vient exploser comme un ballon de baudruche. Alors le truc, c'est qu'au début, je me suis dit que ça pourrait être des pots de rechange pour elle. Mais en fait, je crois que ça n'a rien à voir, parce qu'on voit à un moment une sorte de plan tout rouge, avec des sortes de justement la substance humaine. Et donc c'est probablement simplement un carburant, peut-être pour créer d'autres aliens. C'est ça, en fait, on se rend compte que la matière extraite du corps humain est emmagasinée, enfin, est dans une sorte de grosse gouttière, je sais pas, descend vers une zone qu'on ne voit pas. Peut-être pour nourrir cette forme de vie, peut-être pour leur servir de carburant, on sait pas vraiment, c'est pas dit. C'est encore une fois même à de l'interprétation personnelle. Mais donc c'est super intéressant. Et donc c'est des grosses séquences très expérimentales. Une fois qu'on arrive dans ce genre de lieu, dans cette maison qu'elle vraiment charmait les hommes, c'est très très expérimental. C'est des séquences qui se ressemblent quand même. Ouais, ça se ressemble, mais ça vient vraiment trancher avec les séquences extérieures qui sont donc tournées
comme on vous l'avait dit précédemment, plus ou moins en caméra cachée. Ça m'a fait penser à du vlog un peu. Ouais, c'est des plans très bruts. C'est assez brut. Oui, et puis je pense qu'ils sont pas forcément très étalonnés. Moi, j'ai l'impression qu'en termes effectivement de réalisation, c'est quand même beaucoup plus plat, mais finalement, c'est d'autant plus impactant parce que, tu vois, par exemple, les réactions des passants sont authentiques. On a effectivement un grain de l'image qui est plus brut. Enfin, tout est plus brut finalement, et moi, j'ai trouvé que ça rendait vraiment les actes banals de cette femme encore plus dérangeant, inquiétant, quoi. Bah, il y a la musique en plus qui vient ajouter. Ouais, c'est ça. Qui vient s'ajouter, une musique très spéciale, très atmosphérique, mais qui fout un peu les jetons quand même. C'est une sorte d'inquiétante étrangeté toujours qui plane autour en fait, de cette personne, de cette figure, de cette femme qui finalement, je trouve, se drape derrière une fausse gentillesse et une fausse curiosité parce que elle s'intéresse toujours à ses victimes, elle lui pose des questions, notamment par rapport à leur lieu d'origine. Ça, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et effectivement, je pense qu'elle cherche aussi de manière inconsciente à en apprendre plus sur leur proie, sur ses proies plutôt. Je pense que ça va lui servir en fait. Il y a une sorte d'étape à étape en fait. Petit à petit, elle va apprendre à entretenir des conversations. Des conversations qui vont être de plus en plus élaborées avec les gens. On a une sorte d'ironie dramatique qui entre en jeu, puisque dans la vie, si on voit une femme qui a affaire à beaucoup de gens qui vont venir la voir, qui vont être un peu dédaleux ou se comporter un peu bizarrement avec elle, à un moment il y a même une agression, hein, elle se fait prendre à partie. On aurait peur pour elle. Là, l'ironie dramatique, c'est qu'on sait qu'elle est cette femme, entre guillemets, cette créature, est bien plus dangereuse, en fait, que les hommes qu'elle aborde, en fait. Donc, il y a une sorte de dissonance aussi, parce que, en théorie, dans la vie, tu vois une femme se faire aborder comme ça, tu pourrais avoir peur pour elle, pour ce qui pourrait lui arriver, d'agression ou autre. Et là, en fait, t'as une sorte d'ironie dramatique où tu sais que c'est eux qui risquent d'y passer, en fait. Finalement, ce qui est ultra intéressant avec le film, en fait. Il y a un truc complètement qui renverse les codes. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que le point de vue est complètement inversé. On a finalement quasiment un point de vue unique par rapport à cette femme, mais au final, moi, je me posais beaucoup la question sur quelles étaient finalement ses capacités, ses pouvoirs, parce que finalement, hors de cette pièce, finalement, elle est pas si différente qu'une personne normale, sauf qu'effectivement, elle a pas les mêmes sentiments. En tout cas, au début, on sent qu'effectivement, au fur et à mesure du film, elle développe de véritables sentiments et une véritable curiosité, qui n'est de moins en moins, je pense, feinte. Et effectivement, ça, je trouve limite qu'en fait, le film devient de moins en moins malsain par rapport à cette question du point de vue, en fait, parce que on la sent de plus en plus humaine. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène clé du film où elle tombe sur une personne extrêmement défiguré, qui avait fait d'ailleurs penser à Elephant Man, qui d'ailleurs n'est pas un acteur, c'est une vraie personne. Ouais, c'est une vraie maladie, c'est une maladie qui existe vraiment. Et cette personne, cette personne, je crois que c'est son premier rôle, un de ses premiers rôles. Elle a fait ensuite quelques petits rôles, et c'est vraiment une personne qui se bat du coup pour la reconnaissance des acteurs handicapés au cinéma, etc. C'est super intéressant aussi. Ben ouais. Parce que justement, c'est symbolique parce que c'est non seulement c'est la première personne qu'elle va épargner. Alors effectivement, on pourrait trouver plein de raisons. C'est la bascule du film. Oui, clairement. Mais on pourrait se dire aussi, moi je pensais à ça parce que on en reparlera beaucoup plus après, mais effectivement, ce film me fait beaucoup penser à La Mutante de Roger Donaldson, donc un film d'horreur effectivement sorti bien plus tôt en 95, et effectivement où le concept finalement tourne un peu autour de la même chose. Le message était le schéma d'une nouvelle séquence d'ADN. Quand l'homme se prend pour Dieu, il récolte la tempête. Monsieur, elle s'échappe! Vous avez créé un monstre, une mutante, et vous nous demandez de la trouver et de la tuer. Un laboratoire finit par synthétiser une alien qui a été envoyée par des signaux extraterrestres.
Et en fait, cette alien finit par s'échapper, donc qui s'appelle Seal, et elle va subir une croissance accélérée, et va devenir une femme magnifique qui va essayer de s'accoupler avec les hommes les plus évolués, les plus avancés pour avoir des enfants, et comment dire, coloniser la race humaine. Et en fait, le film a beaucoup de similitudes. Et tout ça pour dire qu'effectivement, si on était dans le point de vue de la mutante, et ben effectivement, elle aurait simplement tué cet handicapé, ou elle l'aurait laissé partir justement parce que c'est un handicapé et qu'il n'a absolument pas les gènes qu'il faut. Et effectivement, on sent que dans le cadre d'Under the Skin, c'est pas son objectif, puisque comme on l'a vu plus tôt, ses victimes, elle s'accouple pas avec, elle veut pas forcément avoir de progéniture, c'est vraiment une sorte de nourriture, Ah oui, elle alimente, elle fait une pas de source différence physique ou enfin n'importe quelle différence entre chacune de ses victimes. Tant que c'est un homme et que c'est une personne Alors, qu'elle peut je suis pas draguer, qu'elle peut charmer. Je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Certes, dans le film, on voit pas de femmes. Moi, je pense que effectivement, si elle était tombée sur des femmes lesbiennes ou des Oui, oui, mais parce que je pense que dans son programme à elle, c'est plus facile directement d'attirer c'est plus des facile, hommes, tu mais vois. je pense qu'effectivement, elle sait faire la différence entre les hommes et les femmes. Mais par contre, d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est peut-être la seule femme du film. Même secondaire. Bah, il y a une séquence avec un couple je sais pas si tu te souviens, en mer, avec le bébé Ah oui, qui a- oui, bien sûr, oui, oui. Enfin, mais c'est vrai que t'as pas de personnage de femme. Elle se fait un moment emporter par un groupe de femmes aussi. Je sais pas Oui. si tu te souviens. Ouais, ouais, bien sûr. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de rôle de femme dans le film. Même à secondaire. proprement parler. Non. Donc Un vrai c'est- rôle parlant, un vrai rôle. Enfin. C'est comme effectivement si c'était la seule C'est en ça. fait qui avait ce pouvoir sur les hommes. Mais je pense qu'encore une fois, contrairement à dans La Mutante où là c'est absolument nécessaire pour Seal d'être enfanté par un homme, là je pense qu'effectivement la question du sexe n'a aucun intérêt. C'est ça. C'est plus une question de facilité, je pense. Oui. Tu vois. Que de se dire bon bah la plus. Tout faut- Il y a plus d'hommes hétéros, ça va être plus simple et voilà, on va en choper à l'appel et ça va. Surtout que le bouquin, lui, va quasiment avoir 25 ans. Donc je pense qu'effectivement, ça rentre en ligne de compte. Bon, Ouais. voilà. C'est pas abordé, mais tout ça pour dire que effectivement, elle relâche cet homme et on sait pas vraiment pourquoi. Bah, elle le relâche parce que tu as quand même une certaine progression dans le film qui montre une certaine forme d'évolution et de questionnement sur sa condition. Questionnement. Sur ce Ouais. qu'elle voit aussi. Parce qu'on a des longues séquences d'observation de la population, donc là où elle va possiblement choper des victimes, mais au-delà de ça, au-delà de ce regard sur je dois choper une victime, c'est aussi observer la population, En les gens apprendre qui se plus, déplacent, les gens qui se parlent entre eux, les gens qui vont manger manger de la nourriture, les gens qui vont promener leurs chiens, plein de choses. C'est clairement une démarche, je trouve, de sociopathe et de psychopathe, parce que je trouve qu'elle a un aspect vraiment stalking. Ah, au Même si début, pas c'est forcément, en fait c'est vraiment quelqu'un au début qui n'a pas d'émotion et qui va petit à petit en construire. et qui essaye Enfin, des simili d'en créer, d'émotions ouais. en tout cas. Par rapport à son observation, on sent elle assimile de plus en plus la culture humaine, notamment quand elle parle à cet handicapé, elle lui pose énormément de questions, elle veut vraiment connaître son intimité et même je pense qu'elle ressent vraiment Ouais. sa gêne. C'est ce qu'on En fait, disait, je ils pense sont que c'est à vraiment, l'aise. tu vois, le point de bascule, parce que là où c'était plus mécanique avec les autres, c'est des questions très mécaniques, je dois faire mon C'est tout taf, le temps les mêmes. je pose des questions pour le faire venir et le bouffer. Là, c'est assez, tu vois, flou. On sait pas si elle s'y intéresse vraiment, si c'est au contraire dans son mode opératoire pour le faire venir, si il y a une sorte de flou un peu plus, qu'on différencie plus des autres victimes. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure plus longtemps et c'est super intéressant. Et comme je disais tout ça, avant de rencontrer cette personne handicapée, il y a vraiment tout un regard sur son corps, notamment une séquence devant un miroir qui dure un petit bout de temps, une séquence avec donc devant un miroir avec une lumière assez froide, hein, quelque chose de très bleu, qu'on retrouvera plus tard dans le film, là où plus tard où elle aura déjà
évoluer dans son questionnement sur elle-même, sur son corps, avec une lumière plus chaude. Donc on sent déjà une évolution aussi sur son propre questionnement, Sur son propre sur regard, en propre fait, sur corps, sa condition. sur sa condition. Sur le fait aussi peut-être qu'elle ait envie de devenir humaine. Hein. Ça, En fait, je pense qu'elle en a envie, mais elle ne peut pas. non, elle peut C'est pas. aussi, je pense, un des messages du film, c'est que quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera pas. À un moment, elle mange un bout de gâteau, elle le recrache parce que je pense que Elle a pas physiquement, de système, elle a pas de, digestif. voilà, je pense que c'est pas possible pour elle de manger. Pareil, à un moment, elle va plus ou moins avoir des sentiments pour un homme qui va la recueillir, et ils n'arriveront pas à avoir de rapport. Elle ne peut pas avoir de rapport. Donc tu vois, il y a toutes ces sortes de blocages. D'ailleurs, cette scène qui vont, elle est filmée d'ailleurs de manière beaucoup plus banale. C'est la première fois où effectivement un homme ne tombe pas dans sa dimension et sont vraiment sur le point de se coucher. Et justement, il y a de coucher. Ouais. Oui, de coucher. Et justement, il y a un plan qui est assez évocateur où pour la première fois elle est choquée parce que elle découvre qu'au final elle peut pas s'accoupler, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, on imagine qu'à la place de son vagin, en fait, elle a simplement une sorte de trou de masse noire, en fait. Parce que les aliens sont en fait des sortes de mannequins tout noirs. C'est des mannequins noirs très rachitiques. Et donc on suppose qu'en fait ils ont pas d'orifice à proprement parler, en fait. Ils ont rien, ce ne sont que des c'est des mannequins, des des doppelgangers, en fait. C'est il ça. faut vraiment prendre. Donc il y a une certaine forme d'inaccessibilité à l'humanité, en fait, quoi qu'elle en fasse. Enfin, à tous les sens, finalement. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait un petit peu penser dans cette volonté de copier les humains, sauf que cette fois, il n'y arrive pas. Ça m'a beaucoup fait penser. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse, en fait, des body snatchers. C'est-à-dire que ces aliens-là, finalement, essayent de copier les humains et arrivent finalement à simuler des émotions, ou en tout cas, voilà, ils arrivent à une certaine forme d'émotion, mais n'ont pas finalement les organes nécessaires pour vivre. D'ailleurs, on peut se poser la question comment elle arrive à respirer, du coup. Mais les body snatchers, eux, c'est l'inverse. Donc je sais pas si je suis même pas sûr qu'elle respire. Oui, c'est vrai. Je pense que en fait, on sait même pas ce qu'ils sont, on sait même pas si ce sont des robots, tu vois, on sait pas, en fait. Ouais, c'est vrai. On sait pas, donc c'est vrai qu'il y a tout voilà, on n'en sait pas plus, on n'en sait pas beaucoup. Hein. Mais justement, moi je pense qu'effectivement, ça a été une inspiration en direct par les Body Snatchers, donc ce qui est un bouquin à la base des années 50, foncièrement anticommuniste, mais qui a été adapté plein de fois au cinéma, notamment en 57 par Don Siegel, et le but en fait de l'œuvre, c'est d'avoir des cosses extraterrestres qui finissent par remplacer leurs copies humaines, sauf qu'en fait elles sont dénuées d'émotions et elles n'arrivent pas à copier les émotions, et d'ailleurs considèrent que un monde sans émotions est un meilleur monde. Et donc pour moi en fait, ouais, Under the Skin c'est un peu le miroir inversé de Body Snatchers. Et d'ailleurs, justement, on va revenir un petit peu sur cette question de la communauté alien, parce que, effectivement, on peut voir dans Under the Skin une sorte de personnification des phénomènes d'abduction. C'est ça. Il y a vraiment tout un délire autour de ce côté un peu qui est devenu un peu un truc de pop culture, quoi, de se dire d'enlèvement d'aliens. Ouais, c'est ça. Des gens qui disent je me suis fait enlever, machin, lui on l'a plus jamais retrouvé, il s'est peut-être fait enlever par un alien. Enfin, plein de choses comme ça, et en fait on se rend compte que dans le film, on a un élément de réponse, ouais, dans le film, en fait on se rend compte que donc le personnage de Scarlett Johansson n'est pas la seule alien. On a aussi un autre personnage qui est un motard, au moins deux même. C'est ça, qui est un motard qui est chargé donc de réparer les pots cassés, je dirais, tu vois, d'un peu couvrir, en tout cas, de couvrir le personnage de Scarlett Johansson. Donc déjà qu'il y a une allure aussi très c'est une sorte de recruteur aussi. Il va chercher de nouveaux aliens, il leur donne des pots. Voilà, c'est ça. Il les briefe, on sait pas trop. C'est ça, on sait pas trop, mais en tout cas, on sait que le personnage de Scarlett Johansson est supervisé par ce personnage, en fait. Qui a déjà un air très agressif avec sa moto, tout en combi, avec un casque. Un peu comme voilà. un personnage d'Hotline Miami. On sait que, tu vois, il est là un peu pour couvrir les faux pas et pour guider peut-être les aliens qui sont chargés d'enlever. Parce que quand elle relâche la personne handicapée,
ce motard, C'est pas un autre mec, du coup? Non, c'est le motard. Ah, ok. Le motard vient de tabasser, en fait. le retrouve, le fout dans un coffre, et on suppose que, bon, bah, le Ouais. pauvre, il est mort, quoi. Enfin, qu'il s'en est débarrassé. Et au final, on peut se dire que ces aliens qui clairement ont une technologie bien plus avancée parce que on les voit effectivement au début dans leurs vaisseaux spatiaux qui d'ailleurs émanent C'est une pas trop ce certaine que c'est, lumière hein, bleue. tu sais, c'est très pareil, avancée. c'est encore très expérimental. On sait pas trop, mais on se doute un peu, tu vois. Ça revient pas hein, dans le film. Non, c'est la seule fois. Bah, c'est quand Tout début. on a la création du personnage en très gros plan sur des trucs qu'on sait pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un peu opaque, mais moi en tout cas je me dis peut-être que effectivement pour cette race, la Terre est sûrement un vivier C'est ça. de nourriture, de ressources, et au final, je pense que c'est aussi pour eux des expérimentations de s'approcher, voilà de l'humain. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est qu'effectivement le personnage de Scarlett Johansson finalement devient de plus en plus vulnérable à force qu'elle essaye de devenir de plus en plus humaine et en fait on se rend Ça compte se rapproche un peu. En fait, on a une théorie qui serait que le personnage de Scarlett Johansson ne soit pas la seule alien à enlever des gens. Ah, c'est sûr que non. C'est sûrement un réseau mondial. Mm. Et moi, ça m'a fait un peu penser aussi, tu vois, sur ce côté, on s'éveille, le personnage s'éveille et vient à dépasser les limites de ses créateurs. Blade Runner, moi. Ouais, Blade Runner avec du coup après le gars qui parce qu'en fait à la fin du film elle s'enfuit. T'es sûr et qu'on le... Bah, on va maintenant, c'est vrai que les gens qui on sont va- restés là... on va en parler parce que c'est quand même important. À la fin du film, donc après ne pas avoir réussi à avoir de rapport sexuel avec l'homme dont vous parlez, elle vient s'enfuir. ouais. Elle vient s'enfuir, oui, et à se perdre dans une forêt et être Je poursuivie. crois qu'elle a perdu son manteau à ce moment-là. Voilà, elle perd son manteau, C'est donc là important. c'est ce qu'on disait, peut-être une sorte de vulnérabilité. Donc la chasseuse qui devient chassée par une C'est sorte, une sorte de chasseur, en fait. Bah, c'est un garde c'est forestier. un garde forestier, c'est clairement un gros violeur, quoi. Enfin, il essaie de la violer. Bah, si on le dit pas là, hein, on le dit jamais. Voilà. Ouais. Ah oui. Ouais, il essaie de la violer, hein, tout D'abuser. simplement. Et il se rend compte que elle n'est pas humaine. En fait, sa Et peau en fait, s'arrache. Sa Ça, peau c'est s'arrache et on se rend compte qu'en fait depuis le début le motard observait cette scène et on comprend que qu'il est là pour en finir avec elle aussi parce qu'elle est devenue trop Trop imprévisible humaine. et trop voilà à se lier à l'humanité. Ils vont en finir. Et donc la fin du film se termine par ce garde forestier qui revient vers elle avec avec de l'essence. La hein. violence, quoi. Il l'asperge d'essence et lui met feu. Enfin, elle le prend feu. Et c'est là où on se rend Et compte, en fait, à quel point eux aussi, ils sont vulnérables. hein. C'est ça. Elle prend feu et elle meurt entre guillemets sous les yeux de ce motard Sûrement, ouais. qui est en mode on va ramener un nouvel alien entre guillemets Et- pour la remplacer quoi. Ouais, mais on dirait, en fait, qu'ils sont Ouais. faits de plastique. Ils sont faits, j'ai l'impression qu'ils sont faits de C'est très plastique. bizarre. hein. On dirait c'est un peu de couleur Ouais, du pétrole, caoutchouc, caoutchouc, ouais, très donc voilà, ça pour dire que oui, donc il y a tout un truc aussi, une sorte de réseau mondial de C'est génial, c'est un film parfait pour les complotistes, surtout qu'on Aussi, peut ouais. en parler 3 secondes, mais effectivement par rapport aux révélations récentes de David Grush, ce chercheur américain qui a parlé d'intelligence non humaine, c'est vrai que c'est assez marrant de mettre ça en perspective, quoi. c'est Moi, rigolo. c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé avant de voir le film, mais effectivement, il y a ce côté réseau d'aliens, d'abduction. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, c'est un film qui peut ouvrir la porte à tout un tas de théories du complot. Parce que oui. justement, le film, en étant austère et assez limitant par rapport au point de vue, en fait, on peut imaginer tout un tas de choses. En plus, Parce qu'en le fait, film est assez court. Je pense que C'est c'est 1h40. c'est pas du tout son sujet premier, hein, Non. de se dire on va faire un truc théorie du complot machin. Je pense que c'est surtout il se sert de ça pour ajouter de la bizarrerie aux interactions sociales, à se dire en fait c'est vrai en fait la personne que je croise tous les jours avec qui je vais peut-être échanger un mot, Surtout avec la musique, d'ailleurs. c'est ça. La personne que je vais croiser peut-être au supermarché demain ou quoi, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui elle est, ce qu'elle est. Non mais c'est vrai, il y a tout Non, ce mais truc. d'où elle vient, en plus, Tu c'est une vois, question qui revient Et, beaucoup. et il le disait, Jason Glazer, il le disait, il dit, j'ai tourné ça en Écosse parce que déjà, premièrement, le bouquin se passe en Écosse, mais aussi parce que on va tourner ça dans des petits patelins écossais parce qu'il y a un truc très étrange au niveau d'une population. Il y a pas beaucoup de gens. Enfin, à la fin, ils tombent dans des villages.
c'est brumeux, il y a beaucoup de brume, il y a, Ouais. enfin, il y a une atmosphère très C'est étrange. Silent Hill, en fait. Hein. Bah, un peu. Hein. Un Il y a, peu, il y a un ouais. peu de Silent Ouais, Hill un peu, là-dedans, mais tu vois, Et- au niveau des interactions, les et- gens, tu te rends compte que même cette personne handicapée, elle a jamais d'interaction avec les gens. Non, vois, il, il y a va un faire ses truc, courses à minuit, tu vois. Il va faire ses courses la nuit. Pour et, Que personne ne le voit, finalement. Donc il y a un truc très bizarre, tu vois, il y a vraiment, c'est clairement le sujet du film, c'est ma propre condition à moi, qu'est-ce que je suis, et qu'est-ce que je suis envers les autres, qu'est-ce que je suis pour les autres, Oui, c'est ça. les interactions sociales, etc. C'est vraiment C'est le un film sujet sur du l'identité film. aussi. C'est ça. Sur, Et donc une vraiment, après, identité ce qu'il y a à truc, construire, ouais. Ce truc rigolo de, ah mais en fait, c'est un réseau mondial Ça, c'est d'aliens. après, ouais. C'est un peu C'est la seconde lecture. Voilà, tu théorises là-dessus après pour te faire un peu kiffer, mais c'est pas le sens premier Mais du film. quoi. oui, bah surtout qu'en plus la musique, encore une fois, il faut y revenir. Hein. C'est la musique effectivement qui fait aussi le travail. Donc c'est-à-dire que Elle apporte beaucoup. Elle apporte vraiment beaucoup. Mika Levy en fait crée une atmosphère tout le temps dérangeante et étrange. Et d'ailleurs il y a des vidéos qui tournent un peu autour des théories du complot ou des séries, etc. J'ai pas regardé ça personnellement, c'est des amis qui m'en ont parlé. Non mais en fait c'est vraiment une musique qui angoisse. Moi je pense qu'effectivement si le film était sorti 10 ans plus tôt, on aurait eu des genres de vidéos c'est Illuminati, théorie C'est du l'effet complot avec ça. Requiem for a Dream. Exactement. C'est l'effet Requiem for a Dream. Et effectivement c'est une musique qui est tellement inquiétante qui te marque dès la première seconde où tu l'entends quoi. Et je pense que on peut conclure effectivement sur Under the Skin en conseillant une nouvelle fois La Mutante. Donc toi tu l'as pas vu je crois. Non, je l'ai pas vu. Non. Ben franchement Mais moi, ça sera je conseille le film. Bah en plus je l'ai en DVD. Ah bah, avec plaisir. Effectivement, La Mutante, qui est un film qui a un ton tout à fait différent, qui est aussi basé sur un casting quand même assez 5 étoiles, hein, parce qu'on a quand même Alfred Molina, Michael Madsen, Ben Kingsley, Forest Whitaker, et donc du coup l'alien qui est joué par la toute jeune Natasha Henstridge, qui était d'ailleurs mannequin déjà à l'époque, je crois qu'elle a genre 20 ans dans le rôle, un truc comme ça. Ok. Et effectivement, c'est un film qui tourne beaucoup plus autour du fait d'aguicher les hommes, d'avoir une prédatrice non seulement qui peut emmener les hommes dans son lit et qui n'hésite pas à les tuer dès qu'ils ne répondent pas à ses attentes. D'ailleurs, il y a ce fameux plan du baiser de la mort en fait, où elle tue immédiatement l'homme après avoir accouplé. Et en fait, c'est un film aussi qui va beaucoup plus loin dans les capacités de cette alien parce qu'elle, pour le coup, peut se transformer en alien plus du tout à forme humaine, qui a des pouvoirs assez étonnants. Et ouais, le film est vraiment très sympa à regarder. C'est une bonne série B qui effectivement surfe sur ce genre d'aspect. Et je pense qu'effectivement c'est un bon miroir de Under the Skin pour un film beaucoup plus fun. Et en plus, ça fait toujours plaisir de revoir Michael Madsen dans un rôle de gros beauf, mais quand même tout à fait compétent. Hein. Moi, je suis curieux de voir le film pour voir s'il a pas trop vieilli aujourd'hui vis-à-vis de ce genre de questions, tu vois. Sur, Dans cette thématique, ouais. bah il y avait. Parce que tu vois, c'est ce genre de films qui parfois qui peuvent quand même pas mal vieillir. Under the Skin, tu vois, il a très bien vieilli. Pour moi, c'est une sorte de cocon. Il a aussi, 10 ans. C'est un film vraiment qui est un peu en dehors de tout. Okay. C'est-à-dire que La Mutante, effectivement, a un côté bis, aguicheur beaucoup plus appuyé. Il y avait justement Az, l'épouvantail, qui a fait une théorie sur le côté féministe des films. Moi, je pense que ça va beaucoup trop loin, que le film est beaucoup plus terre à terre que ça, mais effectivement, ça reste quand même toujours intéressant et tout de voir un personnage féminin aussi puissant, aussi dominateur, tu vois. Donc effectivement, oui, c'est un film qui vieillit moins bien, mais c'est toujours, tu vois, c'est toujours du spectacle primaire de voir ce genre de choses. Donc Moi, je suis curieux. La Mutante, franchement, sympathique, mais ça reste effectivement un film beaucoup moins hypnotique et beaucoup moins fascinant que ce Under the Skin. Donc j'espère que on aura l'occasion de, peut-être pas en émission, mais en tout cas de découvrir la suite de l'œuvre de Jonathan Glazer et au passage de Scarlett Johansson. Hein. Ça arrive bientôt, hein, The Zone of Interest, là. C'est pas sorti au cinéma encore. Pas encore. Et ben on vous conseille aussi The Zone of Interest qui sortira ça a l'air très, très bientôt. Mais faut s'accrocher a priori, hein. Ça a l'air très... Faut s'accrocher à son siège.
Et ben voilà qui conclut notre épisode sur Under the Skin ou Sous la peau au Québec. Il fallait le préciser. Donc réalisé par Jonathan Glazer. Et la prochaine fois, on se retrouve pour une émission sur un film dont on n'a absolument aucune idée. Voilà. Voilà. Peut-être avec un invité ou peut-être pas. Ou on verra bien. On verra bien. Merci en tout cas de nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast. À liker si vous êtes sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Et puis voilà, en parler autour de vous, c'est ce qui fait vivre l'émission. Et on espère se retrouve le mois prochain. Ouais, et on espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut.